Bonjour, on est le 3 janvier 2020, toujours en plein hiver. 3 janvier, c'est-à-dire 3 jours après la nouvelle année, qui s'est déroulée de manière un peu très spéciale cette année-ci, voilà, étant donné la conjoncture. Mais ceci étant dit, bon, pour un hiver, on n'est pas très au froid. Bon, on se retrouve dans un hiver bon, assez classique. Depuis quelques années, on se retrouve avec un hiver assez doux. Et donc on ne retrouve pas cette froideur qui devrait inspirer l'hiver. Bon, ceci dit, il est vrai que on aperçoit quelques nuages assez amassés de couleur blanc, voilà, mais on ne peut pas dire qu'il fait très froid pour la saison. Je dirais même que en ce 3 janvier, je dirais dimanche 3 janvier, eh bien, c'est propice à faire même du sport pour voilà, pour voilà, une saison hivernale. On est en dehors du cadre d'une vraie saison hivernale. Ceci étant dit, je vais vous parler ici d'un livre qui mérite donc d'être lu, donc fatalement d'être acheté, parce que bon, si vous soit vous allez le lire en bibliothèque, mais je vous conseille d'avoir le livre chez vous et de le consulter, de lire attentivement cette petite bande dessinée, qui est plus qu'une bande dessinée, puisqu'en fait, il s'agit voilà, de divers, ce qu'on appelle divers thèmes. C'est ça que je cherchais le mot, je m'excuse. Il s'agit de divers thèmes, mais bien sûr des thèmes relatifs au monde de l'entreprise. Au monde de l'entreprise. Et je peux vous dire que ce livre-là est très bien fait parce qu'en fait, vous allez y découvrir pas mal d'aspects qui, pour la plupart des personnes, côtoient quotidiennement, mais ne font pas très attention de ces thèmes, de ces aspects qui ont un retour significatif et qui ont un signifiant au sein de l'entreprise, mais que les gens ne perçoivent pas directement ou ne le déchiffrent pas. Voilà. Le tout, c'est quand on est au sein d'une entreprise, certains gestes, certains actes et certaines paroles, et je dirais même certains milieux, sont propices au déchiffrage. Puisqu'en fait, derrière ce déchiffrage se retrouve une certaine communication, une communication non verbale. Bon, il y a la communication verbale par parole, il y a la communication par geste, mais aussi la communication des non-dits. Mais c'est à la personne de finir par comprendre ce qui s'y passe au sein du monde de l'entreprise. Pourquoi agit-on de la sorte? Pourquoi acte-t-on de la sorte? Pourquoi fait-on tel voilà, on arbore certains aspects? Pourquoi arbore-t-on certains aspects et pas d'autres? Et tout ne se résume pas à la culture d'entreprise, loin de là. Alors justement, le livre ici, en bande dessinée, que je vous conseille très vivement de consulter, je dirais de lire attentivement, justement parle de différents thèmes. Alors je vais situer en gros les thèmes, je ne vais pas tous les dire, mais bon, voilà. Les thèmes, bien sûr, ces thèmes sont valorisés au travers de philosophes, de nombreux philosophes qui se retrouvent dans ce petit monde. Et ce petit monde, qui dit ce petit monde, bien sûr, c'est un monde fermé, qui est le monde d'une entreprise. Cette entreprise est ce qu'on appelle, elle se dénomme la Cogitop. La Cogitop, donc voilà, celui qui a fait la BD. Bien sûr, ça vient d'Argo Éditeur. L'éditeur est d'Argo. Celui qui a fait la BD, qui s'appelle Charles Pépin, je crois,
voilà, celui qui a fait la BD, bon, a dénommé la société Cogitop. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui doit faire un stage, comme toute personne a déjà fait un stage dans sa vie, et a été laissé généralement à lui-même. C'est normal. Parce que si vous déchiffrez, vous décodez ce qu'il y a comme message derrière, vous allez tout comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça et pas autrement. Voilà. Et en lisant le livre, vous allez comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça le jour où vous étiez stagiaire au sein de l'entreprise et ça ne s'est pas passé autrement. Parce que il faut d'abord déchiffrer bon, ce qu'est le monde de l'entreprise et comment les personnes au sein de l'entreprise agissent. Voilà. Est-ce que c'est des agissements calculés? Est-ce que ce sont des agissements pensés? Ou ça fait partie, je veux dire, tout bonnement du hasard? Et bien justement, ce petit bouquin est là pour vous expliquer les différents thèmes pour lesquels vous pouvez déchiffrer, pour lesquels, voilà, la première des choses que quand on rentre dans une entreprise, la première des choses, bon, bien sûr, c'est que va-t-on y faire? Que va-t-on y faire? C'est-à-dire que une entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, c'est de faire travailler des personnes. C'est la première des choses. Quelles qu'elles soient. Des personnes rémunérées ou non rémunérées. Non rémunérées, bon, il y a des gens qui ne sont pas payés. Pourquoi? Parce que bon, on n'a pas envie de les payer. Bon, ça c'est pas bien de faire ça. Voilà, ça relève de, voilà, de l'escroquerie. Mais il y a des personnes qui ne sont pas payées. Par exemple, je pense à un stagiaire. Un stagiaire qui rentre dans une entreprise n'est pas forcément payé, contrairement à d'autres qui sont rémunérés pour assurer une fonction ou pour assurer une fonction ou assurer le poste, un poste d'emploi ou un job bien défini. On lui demande d'avoir une certaine fonction, il doit cadrer à cette fonction-là, et en fonction de ça, ben, il a une rémunération qui est bien sûr en général discutée lors d'une entrevue pour savoir, voilà, pour se mettre d'accord sur le contrat professionnel, c'est-à-dire notamment sur la rémunération. Bon, il y a un dialogue qui se fait sur la rémunération et ils se mettent d'accord pour que la personne puisse recevoir une certaine rémunération en fonction d'un service rendu, c'est-à-dire d'une fonction remplie. Donc, je vous disais que la personne, quand elle arrive au sein de l'entreprise, bon, elle doit mettre un pas dans l'entreprise. Donc, la première des choses, quand on arrive au sein d'une entreprise, ben, c'est que les portes puissent s'ouvrir. Dès le moment où les portes sont ouvertes, vous avez fait un pas à l'intérieur de l'entreprise. Et donc, dès le moment où vous avez mis un pas au sein de l'entreprise, je dirais même que ça se passe même aux abords de l'entreprise. Hein. Il ne faut pas forcément mettre un pas à l'intérieur, bon, peut-être aux abords, voilà, au niveau du parking, si vous êtes au niveau du parking, voilà, là commence déjà le monde de l'entreprise. Si vous allez côtoyer des personnes qui rentrent et qui sortent dans l'entreprise, et donc, bon, vous allez déjà avoir affaire voilà, à des personnes qui font partie du monde de l'entreprise. Et donc là, commencent déjà certaines règles, certains cadrages. Bon. Alors je vous disais que dès le moment où vous avez mis un pas au sein de l'entreprise, ben, c'est comme si vous étiez rentré chez quelqu'un. Donc à ce moment-là, vous allez rentrer d'une certaine façon pour ne pas choquer, je veux dire, les us et coutumes de l'habitant. Voilà, vous êtes l'invité. D'abord, vous ne forcez pas les portes. Hein. Ça, c'est interdit de forcer les portes. Voilà. Et on ne s'invite pas de soi-même, bien sûr. On fait appel à l'habitant pour demander voilà, d'être reçu ou d'attendre voilà, que la personne, l'habitant, vous réceptionne. Soit l'habitant le fait de son plein gré, ou soit c'est vous qui allez voir l'habitant, bon, enfin, vous téléphonez pour avoir voilà, une petite invitation, on va dire, non pas forcée, mais demandée. Vous demandez pour être reçu, que vous allez passer à tel jour, et si la personne est disponible, à ce moment-là, bon, elle vous dira oui ou non. Eh bien, dans une entreprise, c'est un peu la même chose. Donc, on ne s'invite pas comme ça à l'improviste, je veux dire, en entrant dans une entreprise,
la première des choses, c'est de téléphoner et de prendre rendez-vous avec l'entreprise pour voir si elle peut vous recevoir ou pas, parce qu'elle n'est pas obligée de vous recevoir. Bon, si elle vous reçoit, c'est déjà une gentillesse de la part de l'entreprise de vous recevoir. Et dès le moment où vous avez mis un pas le jour de l'entrevue dans l'entreprise, eh bien, va venir des us et coutumes de l'entreprise. Donc, vous devez vous cadrer aux normes et aux règles édictées par l'entreprise. Puisqu'en fait, les règles ne dépendent pas, on a des règles partout, on a des règles familiales, des règles en entreprise, des règles d'État, des règles voilà, dans la société, des règles dans les écoles. Bon, chaque institution peut cadrer ses règles, ses propres. D'ailleurs, dans Platon Lagaffe, ils expliquent ça. Ils expliquent que bon, les règles, c'est pas quelque chose, je veux dire, voilà, de figé. C'est quelque chose qui peut évoluer. Elle évolue en fonction de ce que, voilà, la personne qui commande voilà, la structure. Par exemple, si c'est une structure familiale, ben, s'il y a des règles érigées, ben, c'est la personne qui commande la structure familiale qui va édicter ses propres règles. Et il en est de même partout où on va. Partout où on va, il y a des règles. Il faut se conformer à certaines règles un peu spéciales qui sont faites par, je veux dire, par un règle, établies dans un règlement par des personnes qui ont un certain pouvoir. Donc je vous disais que dès le moment où on met un pas dans la société, ben, on a affaire au monde du travail. Au monde du travail. Et déjà là, je vous disais tout à l'heure que c'était un livre plutôt à consonance philosophique. Et donc, déjà là, il faut déjà définir ce que c'est que le travail. Est-ce que le travail c'est bien ou c'est pas bien? Parce que la philosophie, c'est d'abord de voir, bon là, c'est la pensée. La pensée, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Voilà, c'est un petit peu ça, la philosophie. Bon, grossièrement parlant, c'est la pensée, la raison, et bon, la raison de ce qui est bien, ce qui est mal. Bon. Est-ce que le travail est bien? Est-ce que le travail n'est pas bien? Est-ce que le travail c'est bien? Est-ce que le travail c'est... Voilà. Parce que si on travaille, bon, bon on est un petit peu... on ne sait plus penser. Puisqu'on travaille, on est occupé à travailler, on ne sait pas faire de la philosophie. Donc pour les anciens philosophes grecs, il faut distinguer les philosophes grecs des philosophes chrétiens qui n'ont pas les mêmes pensées de raisonnement. Voilà. Pour les philosophes grecs, bon, le fait de travailler, c'était une forme d'esclavagisme, et on ne pouvait pas, pendant qu'on travaillait, on ne savait pas penser. On ne savait pas penser la philosophie. Par contre, pour les chrétiens, bon, travailler, c'était un supplice. Un supplice. Bien sûr qu'il y a eu voilà, des changements à tout ça, puisqu'il y a eu une révolution protestante et qui a fait en sorte que le travail est devenu quelque chose, voilà, une œuvre, voilà, c'est un parachèvement de l'œuvre de Dieu. Voilà, donc vous voyez que le travail, déjà il faut définir le travail. Est-ce que le travail, qu'est-ce que c'est d'abord le travail? Et est-ce que c'est bien pour l'être humain ou pas? Donc il a fallu penser ça tout le long du cours de l'histoire pour savoir bon, si le travail était quelque chose d'important pour l'être humain. Donc, dès le moment où le stagiaire entre dans la société qui est la Cogitop, à ce moment-là, il faut déjà entrevoir ce que c'est que la notion de travail. Bon, et quelle sera la fonction que la personne devra jouer comme rôle. Et le stagiaire, bien sûr, est là. Voilà, il est déjà un peu plus cool que les autres, parce que les autres personnes qui sont rémunérées sont tenues à des prérogatives que le stagiaire n'aura pas. Généralement, le stagiaire sera un peu plus délaissé que les autres qui seront un peu plus surveillés. On va dire ça comme ça. Alors, dès le moment où la notion de notre travail bon, s'institue, voilà, prend forme au sein de l'entreprise, à ce moment-là, ça ne suffit plus. Le fait d'avoir des personnes qui vont tous travailler au sein de l'entreprise nécessite la notion de normes au travail. Donc cadrer, établir des règles. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
La deuxième notion qui est prise en compte dans Platon Lagaffe, eh bien, dans Platon Lagaffe, c'est la notion de normes au travail, de normes. On va établir des normes, tout est normé, tout est cadré, bon, on ne fait pas ce qu'on veut, je vous l'ai dit tout à l'heure, dès le moment où vous devez établir une fonction, d'abord, une personne aura sa propre fonction, elle ne pourra pas faire autre chose que ce qui lui est demandé, si ce n'est que, bon, le patron peut demander des choses en dehors de la fonction qui est demandée. Bon, mais maintenant, il faut respecter aussi le contrat de travail. Bon, il ne suffit pas de dire d'aller nettoyer les toilettes alors que bon, c'est pas son job. Voilà. Parce que là, ça devient une forme d'humiliation. Alors, autre chose, autre thème qui est abordé, donc le premier thème c'est le travail, le deuxième c'est voilà, l'établissement de règles, de normes au travail, qui ne sont pas forcément, les normes, les règles ne sont pas les mêmes qu'à l'extérieur de la société. Je vous ai dit que chaque milieu cadre son milieu au travers des règles qui lui sont propices, qui lui sont édictées personnellement, en fonction du milieu, bien sûr. Voilà. Et ça, c'est le deuxième point qui est pris en compte, bien sûr, au travers des philosophes, hein, parce que tout le long du bouquin, tout le long de cette bande dessinée, bien sûr, ce ne sont que des philosophes qui sont mis en jeu. De un, dans la BD, ce sont des philosophes qui sont mis en jeu, et de deux, ce sont des philosophies qui se cachent derrière cette BD. Donc, en fait, on retrouve des philosophes dans la BD, mais on retrouve aussi de la philosophie avec les vrais philosophes qui ont édicté les fameuses phrases philosophiques que l'on retrouve dans Platon Lagaffe. Et il y en a, pour chaque thème, il y a des philosophes et des phrases philosophiques qui ressortent de tout ça. Voilà, donc le troisième thème, c'est l'espace ouvert. Est-ce que c'est bien l'espace ouvert, est-ce que c'est pas bien? C'est discutable, parce que, bon, qu'est-ce qui est venu? L'espace ouvert, c'est un espace où vous travaillez, pour lequel, bon, c'est ouvert. C'est-à-dire, si vous êtes dans un bureau, vous êtes à la merci de toutes les personnes qui sont à vos côtés. Si vous êtes dans un espace ouvert, si vous êtes dans un espace fermé, vous êtes dans un espace clos, vous avez votre propre bureau, personne ne vous voit. Bon, il y a ces deux philosophies. Bon, on peut mettre toutes les personnes dans un bureau ouvert, et cette méthode-là est faite dans le sens où, bon, il n'y a rien à cacher, tout le monde peut, c'est la méthode grecque, parce que les Grecs n'avaient rien à cacher, contrairement, bon, à la philosophie chrétienne, où là, le privé avait avait de l'importance, aussi bien de l'importance, il fallait distinguer le privé du monde public pour les chrétiens, parce que voilà, le monde privé est spécifique par rapport au monde public. Par contre, pour les Grecs, ils n'avaient rien à cacher, bon, parce qu'ils s'en foutaient de ce qui se passait dans le monde privé, parce que dans le monde privé, tout ce qui se passe dans le monde privé, qu'est-ce que c'est? Ce sont des besoins animaux. Des besoins animaux pour quelle que soit la personne, ce sont des besoins animaux. Donc, ce qui veut dire que ce n'était pas intéressant, donc qu'on le montre ou pas, on s'en fout. Par contre, le monde chrétien a décidé autrement, au niveau que là, le monde privé était un monde un peu, je veux dire, en aparté par rapport au monde public. Il fallait cacher certaines choses. Voilà, il fallait cacher certaines choses. C'est la religion qui en décidait de cette façon. Donc, dans l'entreprise, au sein de l'entreprise, on peut avoir le monde chrétien ou le monde grec. C'est-à-dire qu'on peut isoler les personnes, les mettre dans des bureaux, renfermés et clos par rapport aux autres. Hein. Quand je dis clos, c'est voilà, séparé des autres bureaux, ou soit mettre tout le monde dans un même bureau et voir tout ce qui s'y passe. Alors là, il faut faire très attention, parce que si c'est un espace ouvert, comme je vous ai dit, la moindre parole, le moindre geste peut être interprété, peut être dit au patron, parce qu'il y a toujours une personne qui peut voir ce qui s'y passe, noter, et en arrière-plan, aller chez le patron, le retrouver, vous dire, bon, telle personne a dit ça, 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 ou elle a agi comme ceci, ou elle s'est trompée sur ceci. Voilà, faire un compte rendu, je veux dire, de certaines choses, voilà,
au patron. Donc il serait le bras droit du patron, il serait un espion du patron, et il rendrait des comptes rendus, bon, que, que les autres ne devraient pas savoir. Voilà, que les autres ne devraient pas savoir. C'est-à-dire que il serait un espion caché. Mais généralement, les espions cachés, bon, ce sont on va dire des secrets de polichinelle, parce que tout le monde sait qui sont les bras droits du patron, qui vont raconter tout et n'importe quoi. Parfois, peuvent même abuser des événements. Par exemple, un petit événement, ben, ils vont le rendre assez grand de manière à cibler la personne et lui faire porter un plus gros chapeau d'erreur que par rapport à l'erreur qu'il aurait faite. Il fait une petite erreur, ben, on lui fait porter une grande erreur. Voilà. Bon, donc on va grossir, je veux dire, son erreur. Donc l'espace ouvert, c'est bien, mais c'est pas bien en même temps. Voilà. Maintenant, l'espace fermé, c'est bien et c'est pas bien en même temps, parce que trop renfermé non plus, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, parfois, on aimerait bien avoir un espace ouvert et fermé, bon, mélanger un espace ouvert et fermé, mais c'est pas possible. Vous retrouvez l'espace ouvert, soit l'espace ouvert, vous travaillez quotidiennement en espace ouvert, ou vous travaillez quotidiennement en espace fermé. Bon. Bon, maintenant, ça ne veut pas dire que c'est pas parce que vous travaillez en espace ouvert que vous n'allez pas aller dans un espace fermé pour aller rencontrer une personne qui travaille en espace fermé. Hein. Bon, voilà, si vous allez voir le patron, c'est en espace fermé. Voilà, donc, ça ne veut rien dire. Quand je vous dis travailler en espace ouvert, c'est dans l'entreprise, c'est quotidiennement. Quotidiennement. C'est comment a été aménagé les espaces pour être en contact avec le monde extérieur. Voilà. Alors maintenant, il y a un quatrième point qui est expliqué dans Platon Lagaffe, qui est la surveillance au travail. Surveillance au travail, bon, comme toute entreprise, surveille. C'est-à-dire surveillance dans le sens où l'entreprise n'est pas là pour faire du moral. Elle n'est pas là pour faire du moral. Donc elle établit ses règles à elle. Bien sûr, pour qu'il y ait une certaine convivialité, on est d'accord, une certaine culture d'entreprise, on est d'accord, mais surtout pour avoir un certain rendement au travail, bon, et une certaine vision de ce rendement. Donc avoir un audit de ce rendement. Est-ce que ce rendement est bon ou pas par rapport à un employé ou à un salarié. Alors comment fait-on pour voir ça? Mais il y a plusieurs manières de mesurer ça. C'est comme un bilan dans une école. Si vous faites un bilan dans une école, si je prends les secondaires, comment peut-on voir s'ils travaillent à l'école? Ben, si ce sont les secondaires, on va faire un test, soit des interrogations surprises, soit des interrogations planifiées. Voilà. Mais à l'université, ça ne se passe pas comme ça. On laisse l'étudiant faire et en finalité, en janvier, on demande ses acquis. On va questionner et savoir, poser des questions sur ses compétences et savoir ce qu'il a acquis et s'il l'a acquis convenablement ou pas. Donc, vous voyez que la vision de l'entreprise est un petit peu pareille. Pourquoi? Parce que l'interro surprise de l'école se résume à le patron vient, voilà, il vient à l'improviste. Bon, il arrive, il vient à l'improviste. Et regarde si vous êtes en train de travailler. Donc ça, il va déjà avoir une certaine première observation et voir si, voilà, par des arrivées surprises, comme ça, vous travaillez. Voilà, ça c'est une chose. Maintenant, on peut avoir une surveillance pour observer le rendement. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On laisse faire la personne. Peu importe si elle joue sur Internet ou on s'en fout. Peu importe ce qu'elle consulte sur Internet. On va revoir la Gazette. La Gazette, elle va jouer à des jeux, voilà. Du moment qu'en fin d'année, du moment que le travail est fait, c'est ce qui intéresse le patron. Ça, c'est une deuxième manière de voir les choses. C'est comme les interros en université. Donc, c'est-à-dire qu'à l'université, qu'est-ce qu'on fait? On ne vous teste pas ni en janvier, ni en septembre, ni en octobre, il n'y a aucune interro. On vous teste tout simplement en janvier. Eh bien,
Il existe des patrons comme ça, ils vous laissent faire et ils vous testent tout simplement, ils vous regardent, ils regardent si le travail était fait. Le travail était fait, il n'y a pas de problème. Et maintenant, il y a la troisième façon de voir les choses, c'est vous faites des interrogations quasiment toutes les semaines. Quasiment toutes les semaines, vous voulez vérifier si, ou quasiment tous les 2 jours, vous voulez vérifier si l'élève a étudié. Vous faites un interro tous les jours. Alors, bon, c'est possible, mais bon, le problème c'est que c'est le temps. Hein. Dans les écoles, c'est pas possible de faire ça parce qu'il y a une question de temps. Hein. Chaque fois que vous faites des interros, il n'y a plus de temps pour voir la matière. Voilà. Maintenant, ça c'est possible en entreprise parce que bon, on peut faire une surveillance dite par caméra. Donc à ce moment, on suit au moindre des gestes, au moindre détail, par les caméras de surveillance, par la technique moderne, ben, on suit si la personne travaille ou pas. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs manières de faire de la surveillance au travail, mais la surveillance n'est pas là uniquement pour visionner la vie privée de la personne. Ou, voilà, c'est vrai que quand on fait de la surveillance, ça sert tout d'abord pour, je parle de l'entreprise, parce que la surveillance peut être aussi une surveillance au niveau de la société, hein, on peut surveiller la société. Surveiller dans quel sens? Si vous mettez des caméras dans les rues, c'est pour voir si, auquel cas, il se passe quelque chose. À ce moment-là, les caméras de surveillance peuvent intervenir pour voir ce qui s'est produit. Donc, elles seront là, parce qu'il y a des lois qui régissent, bien sûr, le positionnement des caméras, le fait d'installer l'installation des caméras est régie sous forme, enfin, au travers des lois. On ne peut pas faire n'importe quoi aussi. Hein. Donc les caméras vont intervenir quand il se passe quelque chose. C'est-à-dire, elles n'en sont pas là pour faire, elles font pas de la surveillance directe, mais elles font de la surveillance indirecte. C'est-à-dire la surveillance indirecte, c'est s'il se passe quelque chose, ben, on peut aller voir ce qui s'est passé. Mais on va pas mettre quelqu'un derrière la caméra pour surveiller 24 heures sur 24 et regarder le moindre geste et voilà, et regarder la vie privée des gens. Loin de là, c'est interdit ça. Et donc il faut d'avoir les caméras de surveillance. Enfin, la surveillance au travail, ben, c'est une surveillance de quoi? Mais c'est une surveillance non pas de la vie privée, parce que bon, c'est interdit de ça, mais c'est plutôt une surveillance de voir si la personne au travail, comment elle va agir. C'est une façon de voir comment elle agit par rapport au travail, par rapport à sa fonction, par rapport à sa rentabilité, et si elle rapporte à l'entreprise. C'est juste ça. L'entreprise fait un audit, on va dire, assez simple par la technologie moderne, c'est-à-dire par des méthodes de surveillance. Voilà. Parce que ce qui compte pour l'entreprise, sachez bien que tout dépend comment on voit la chose. Il y a toujours des rebelles, bien sûr, il y a toujours des rebelles. Mais c'est l'entreprise qui vous, c'est l'entreprise qui vous fait travailler. Donc on dépend grandement de l'entreprise. C'est vrai qu'il y a des lois. Tant que l'entreprise, bien sûr, respecte les lois, il n'y a pas de problème. Hein, tout est une question de loi. Hein. Si maintenant l'entreprise en fait trop et qu'elle n'est plus dans elle est dans ses lois, dans ses règles, elle, mais qui sont hors loi légale voilà, d'État, à ce moment-là, bien sûr, l'entreprise est dans les règles doivent bien sûr s'insérer dans les règles d'État. Parce que si elle établit des règles qui sont hors de règles d'État, elle est hors la loi. C'est-à-dire que bon, elle agit de façon à être condamnable. Hein. Voilà, mais voilà, bon, bien sûr, quand je dis que faire de la surveillance n'est pas interdit dans le sens où ça reste bon de l'ordre voilà, du professionnel et non pas du privé. Voilà. Et donc là, voilà, les philosophes grecs et chrétiens bon, s'entredéchirent là-dessus, mais tout redevient à la normale avec la, la philosophie chrétienne qui a évolué. La philosophie chrétienne qui a évolué, qui est devenue un peu plus, je veux dire, euh, la philosophie chrétienne qui est devenue un peu plus, comment est-ce qu'on appelle ça qui a rejoint le contemporain. Elle rejoint le contemporain. Elle ne peut pas rester, je veux dire, avec des règles figées. Qui viennent percuter, si vous voulez,
certaines populations à un temps donné. Voilà. Parce que ce qui marche à une époque ne marche pas forcément à une autre époque. Pourquoi? Parce que la population change mentalement, parce que les populations deviennent de plus en plus grandes, on a plus de population. Voilà. Euh, des règles à une certaine époque de l'histoire, avec une certaine population, ne cadrent plus avec les mêmes règles, avec une autre forme de population, une autre forme de mentalité. Donc, on va dire que le temps n'est pas figé, le temps s'événement. Justement, qu'est-ce qui fait le temps? Ce sont les événements. Les événements font le temps fait l'histoire, et l'histoire fait le changement des événements, fait le changement. L'histoire fait les changements. On a des événements des événements qui se déroulent au cours du temps. Ces événements faisant le temps faisant l'histoire, et dans l'histoire, il y a des changements radicaux. Et le facteur temps, le facteur histoire, je m'excuse, le facteur histoire, pour les philosophes, c'est quelque chose de fondamental. Parce que ce qui crée des problèmes à un moment donné, ne peut être changé que par l'histoire. C'est l'histoire qui va changer les cours de choses. C'est l'histoire. Hein, si on prend par exemple les révoltes syndicales, ça a amené à du changement. Bien qu'au départ, beaucoup de personnes étaient réticentes. Donc on ne peut pas toujours rester sur des choses figées. À un moment donné, ces choses figées vont finir, s'il y a trop s'il y a trop de, comment on appelle ça, on va dire de réticence vis-à-vis de certains aspects des choses, de certaines lois, de certaines pour beaucoup de choses, voilà, on peut avoir avec le cours du temps, voilà, l'histoire qui va changer le cours des choses. L'histoire va changer le cours des choses. Voilà. Donc ici, donc ça c'est la surveillance au travail. Donc la surveillance au travail, c'est le quatrième thème. Donc le premier thème, c'est le travail. Le second, c'est la norme au travail. Le troisième, c'est l'espace ouvert. La quatrième, c'est la surveillance au travail. Le cinquième, c'est le patron. Donc c'est que le patron, on a une certaine vision du patron, comme lui se donne une certaine vision. Voilà, lui, le patron, qu'est-ce qu'il est là? Bon, quand je dis patron, je parle pas d'indépendant. Hein. Je parle pas indépendant. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'un patron? Un patron, généralement, quand on essaie de contacter un patron, on a des difficultés à le contacter. Bon, c'est pas parce qu'il est débordé, loin de là. Il y a des patrons, effectivement, qui sont débordés, mais il y a des patrons qui ne sont pas forcément débordés. Parce que un patron, un bon patron, c'est quelqu'un qui délègue, justement, son travail à des personnes qui, eux, vont prendre la relève. Donc c'est comme un chef d'orchestre. Karajan a dit que, par exemple, si je cite Karajan, qui est dans le bouquin d'ailleurs, hein, Platon Lagarde, Karajan il dit que bon, voilà, un bon chef d'orchestre, c'est quelqu'un qui, il n'a plus besoin de sa baguette, parce qu'en fait, voilà, l'orchestre il suit. Donc ici, c'est le patron fait déléguer voilà, fait déléguer convenablement son job à différentes personnes, et que il y a un retour il y a un retour hein, voilà, de ce qui est demandé, le patron a moins de travail qu'on pourrait le croire. Donc effectivement, il y a des patrons qui sont débordés. Bon, un patron n'est pas l'autre. Il suffit de savoir déléguer. Maintenant, je ne parle pas des indépendants qui, eux, sont réellement débordés. Parce qu'un indépendant, il est aussi bien au travail. En soirée, il doit faire les facturations, il doit s'occuper de beaucoup de choses. Un indépendant, effectivement, il a tout son temps qui est pris par rapport à un patron d'une entreprise. Sachez qu'un patron, ça peut être un administrateur. Voilà, un administrateur, voilà, d'une société anonyme. Voilà, on peut avoir des actionnaires qui fondent une société anonyme, mais on délègue un administrateur qui est celui qui va se charger, voilà, voilà, d'administrer
la société. Voilà. Donc, mais le patron, qu'est-ce que c'est? Le patron, quelque part, qu'est-ce que c'est qu'un patron? Un patron, c'est pas quelqu'un, voilà, c'est pas quelqu'un qu'on doit voir tous les jours. Parce que si on le voit tous les jours, qu'est-ce qui peut se passer? Bon, il va vous parler, mais en le rencontrant tous les jours, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il finira par raconter des bêtises. Et ça va être très dommageable pour lui parce qu'un patron ne doit apparaître que comme Saint-Nicolas. Ah, l'apparition de Saint-Nicolas, ben, c'est grandiose parce que c'est une fois par année. On l'attend avec impatience, il vient en hélicoptère, ouh là là, il vient en hélicoptère, c'est très bien. Et donc c'est frappant. C'est frappant et on attend d'un patron qui soit comme Saint-Nicolas. C'est-à-dire que il ne doit pas trop être en contact avec, voilà, avec les salariés. Parce que s'il est trop en contact avec les salariés, à un moment donné, il va raconter des bêtises. Parce qu'on finit par, à force de dire beaucoup de choses, on finit par dire parfois des bêtises. Et il suffit d'une bêtise pour être pris, je veux dire, voilà, euh, pour être abaissé au niveau de sa personnalité. Voilà. Donc, ce qui veut dire que le patron, lui, il doit intervenir très rarement. Et quand il intervient, les seules interventions qu'il doit faire, ben, il doit le faire dans le sens qu'il doit être très exemplaire. C'est-à-dire qu'il doit avoir un habillement irréprochable, des chaussures irréprochables avec bon, bien ciré, bien coiffé, belle voiture, bien lavée, bien nettoyée. Il doit bien se garer, il doit avoir une démarche. Bon, voilà, il doit être généralement on mettrait une personne grande, bien voilà, grande, bien posée, voilà, calme, etc., etc. Voilà, qui cadre avec la fonction, qui cadre avec la fonction. On ne mettra pas n'importe qui. Voilà. Alors, quand je dis qu'il cadre avec la fonction, à un moment donné, bien sûr, elle sait comment agir aussi. Bon, elle va déléguer des tâches, elle va apparaître le moins possible vis-à-vis des salariés, mais quand elle va intervenir vis-à-vis des salariés, c'est pour être exemplaire, c'est-à-dire dire des phrases chocs qui vont justement faire en sorte qu'il va être un réel exemple pour les salariés. Donc il ne devra pas trop en dire, mais les seules choses qui devront être dites, mais ce sont des phrases qui vont être, je veux dire, être présentées de manière la plus exemplaire. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'il ne doit pas arriver tous les jours à parler avec des gens, avec des salariés, parce que s'il finit par parler avec des salariés, il va peut-être dire toujours des bonnes choses, mais un jour il va dire une gaffe, et cette gaffe-là peut lui être dommageable. Alors, je vous rappelle qu'ici, ce qui est la gaffe, c'est Platon qui fait des gaffes, hein, c'est le stagiaire, hein, justement. Lui, il est en bas de l'échelle, c'est plus bas de l'échelle, c'est voilà, le stagiaire. Voilà, il est vraiment en bas, on le considère très peu d'ailleurs, parce qu'en fait, quand vous allez en stage, que ce qu'on vous donne comme travail, ben, généralement, on vous fait faire des bêtises, hein, des bêtises même qu'un enfant de 5 ans peut faire. C'est normal, c'est tout à fait normal, parce que, je veux dire, on ne vous donne pas de responsabilité, parce que vous êtes en dehors de la boîte. Vous êtes dans la boîte, tout en étant en dehors. Vous êtes dans la boîte, oui, au niveau de l'environnement, vous êtes dans la boîte. Enfin, pour le stagiaire est dans la boîte en tant que dans l'environnement, mais il est en dehors de la structure, en dehors de la structure hiérarchique de la boîte. Donc, il n'est pas considéré. Il n'est pas considéré parce qu'il est en dehors. Voilà, il n'a pas de rémunération et on va le traiter comme un stagiaire. On ne va pas le traiter. Et généralement, les stagiaires, on les traite de manière malsaine, surtout que ce sont des jeunes personnes. Et ces jeunes personnes, on dit que bon, n'ont pas suffisamment. Voilà, enfin, c'est la structure de l'entreprise qui voit ça comme ça. Considère que les jeunes ne sont pas, quand ils rentrent, ben, n'ont pas assez de jugeote pour faire un quelconque travail. Ils sortent de l'école et ils pensent que l'école, c'est un milieu qui n'est pas adapté pour faire entrer quelqu'un. Enfin, l'école n'est pas un milieu adapté pour apporter ce qu'il faut pour être présent en entreprise. Voilà. Donc je vous disais que c'est pas le patron qui doit être la gaffe, mais c'est Platon qui doit être la gaffe, c'est-à-dire le stagiaire. Le stagiaire fait plein de bêtises. Et on lui délègue des petites tâches, bon, futiles, hein,
Comment on délègue en réalité des tâches futiles à, à des stagiaires. On ne va pas lui donner une tâche importante parce que justement, si on devait lui déléguer une tâche importante et qu'il fait une gaffe, puisque on pense qu'il fera des gaffes, hein, dans tout ce qu'on va lui donner, il fera des gaffes. Ben, si on lui donne une tâche importante et qu'il fait une gaffe, ben, ça va se retourner contre la personne qui est maître de stage, et, voilà, et qui, elle, occupe réellement une place au sein de l'entreprise, et ça va lui retomber dessus. Donc on va lui déléguer des petites tâches un petit peu futiles. Voilà. Ce qu'on va lui faire, c'est de connaître un petit peu le monde de l'entreprise, par observation, par des petits gestes, etc., etc. On va lui faire connaître le monde, sans trop lui faire connaître tout, parce qu'en fait, c'est une apparence. On va lui donner des détails, on ne lui donnera pas des détails, on lui donnera ce qu'il faut connaître, minimum de l'entreprise, pas plus. Voilà, on n'ira pas au-delà de ce qu'il faudrait donner aux stagiaires. Voilà. Voilà, parce que le stagiaire ne doit pas devenir aussi un espion de la boîte. Hein. Un stagiaire, ça reste un stagiaire. Il peut récolter quelques informations de l'entreprise, mais il ne peut pas être perçu comme un espion où il va commencer à récolter, je veux dire, des moindres détails qui sont propices, qu'on peut trouver d'ailleurs, hein, qu'on peut trouver, voilà, on peut trouver dans des sites spécialisés. Voilà, on pourrait trouver tout sur les entreprises. Hein. Pense, je pense par exemple à la Banque nationale. Hein. Vous retrouvez tout ce qui est tous les détails dans l'entreprise. Bon voilà, mais on ne demande pas à un stagiaire d'aller voir la Banque nationale tous les détails, parce que là, à ce moment-là, ça ferait office d'un espion qui se serait de l'entreprise et il serait perçu comme dangereux pour l'entreprise. Voilà. Donc ici, ça c'est le quatrième thème, c'est le patron. Donc le premier thème, c'est le travail. Deuxième, c'est la norme au travail. Troisième, c'est l'espace ouvert. Quatrième, c'est la surveillance. Cinquième, c'est le patron. Donc le patron, il a intérêt à être présentable et être exemplaire et de ne pas se montrer tous les jours parce qu'il risquerait de faire une gaffe. Et la gaffe pourrait lui être préjudiciable. Donc vaut mieux. Et donc c'est pour ça qu'on ne le voit pas beaucoup, et c'est pas parce qu'il est forcément débordé, loin de là, tous les patrons ne sont pas forcément débordés. C'est justement un patron qui n'est pas débordé, c'est quelqu'un qui a bien délégué ses tâches. Donc, voilà. C'est quelqu'un qui est débordé, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est qu'il veut tout faire lui-même. Et bon, je veux dire, voilà, voilà. Il veut tout faire lui-même et ça ne va pas. Quand on a trop de travail, ben on délègue du travail à d'autres. Je veux dire, on n'a que 24 heures sur une journée, et encore on travaille 8 heures. Bon, certains travailleront un peu plus, mais là, à ce moment, ça devient l'esclavagisme. Hein. Travailler 12 heures, 14 heures, 15 heures par journée, ça devient l'esclavagisme pour soi-même. Voilà, c'est de se faire de tort soi-même. Voilà. Alors, je vous disais que ça, c'est donc le travail, c'est le premier thème. Deuxième, c'est le norme au travail. Troisième, c'est l'espace ouvert. Quatrième, c'est la surveillance. Cinquième, c'est le patron. Sixième, ce sont les collègues du bureau. Voilà. Alors, les collègues du bureau, bon, tout d'abord, dans une entreprise, il y a toujours, c'est toujours scindé. Il y a la direction, les gens qui sont au sein de la direction. Bon, ce qui se passe au niveau de la direction, ça n'intéresse pas les autres. Bon, on n'a pas à faire circuler les informations qui sont au niveau de la direction vers le bas. Voilà, c'est comme ça, c'est la hiérarchie qui est comme ça, c'est pyramidal. L'information passe du bas vers le haut, mais pas du haut vers le bas. Si l'information doit passer du haut vers le bas, ce sont des règles à établir. Voilà, des informations. Oui, il y a des informations qui peuvent faire passer du. Mais ce ne sont pas. Il y a un style d'information qui passe de haut vers le bas. Du haut vers le bas, oui. Certaines informations passent du haut vers le bas. C'est un certain style d'information. Par contre, il y a d'autres styles d'information qui passent du bas vers le haut, c'est-à-dire, voilà, et là, du bas vers le haut, ça ne doit pas être descendu vers le bas. Voilà. Quand il y a un certain, voilà, il y a un certain niveau d'information, un certain niveau d'information, tout dépend s'il va être donné pour information générale, ou si c'est une information qui doit rester, je veux dire, qui doit rester, on va dire, un petit peu secrète.
tout ne se dit pas. Tout ne se dit pas. Certaines personnes côtoient des dossiers au quotidien, mais elles ne peuvent pas dévoiler quoi que ce soit. Elles seraient en dehors de règles déontologiques. Certaines personnes voient certaines choses, ne peuvent pas parler de la vie privée, ne peuvent pas parler de la santé des personnes, etc., etc. Et tout doit rester secret. Il y a certaines informations qui doivent rester secrètes, alors que d'autres, bon, c'est une information générale. Par exemple, le lundi, il y aura réunion, c'est normal qu'on mette une affiche que le lundi, il y aura réunion, c'est une information qui va passer du haut vers le bas. Voilà, une réunion générale, voilà, des salariés dans l'entreprise. Voilà, c'est une information à faire passer à tout le monde. Bon. Maintenant, quelqu'un qui est tombé qui a un cancer dans l'entreprise, bon, l'information, si quelqu'un la sait, elle ne peut pas être dévoilée ne peut pas être dévoilée à tout le monde. Hein. Voilà. Donc, les collègues du bureau, il y a des départements. Voilà, il y a le département employé, département ouvrier, département direction. Et, bon, et, le monde des employés, généralement, ils restent entre eux. Bien que on peut avoir des échanges, voilà, on peut avoir des échanges, c'est pas ça. Mais généralement, les bureaux sont faits que bon, les employés travaillent dans les bureaux. Les ouvriers travaillent à l'atelier. Bon, maintenant, il peut y avoir des échanges. Pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Hein. Les ouvriers peuvent aller au bureau, comme certaines personnes du bureau peuvent descendre à l'atelier. Voilà, bon, c'est pas pour ça, il y a des échanges, fatalement. Mais bon, mais en tout cas, des gens qui vont se côtoyer tous les jours au niveau de l'atelier peuvent se disputer pour une raison ou une autre. Ils travaillent, ils parlent de trop, ils parlent de choses qu'il ne faut pas, parce que bon, on vient au travail, c'est pas pour parler, c'est pas pour discuter, c'est pour travailler. On tolère des échanges, mais maintenant, certains échanges peuvent être dire vifs. Certains peuvent être pas d'accord avec un échange de l'autre, et qu'est-ce qui peut se passer? Il peut y avoir des disputes. Et les disputes peuvent remonter jusqu'au bureau. Voilà, parce que ça peut tourner au vinaigre, et, voilà, ça peut tourner au match de boxe. Voilà. Si on ne prend pas, je veux dire, si on n'agit pas tout de suite, ben, ça peut tourner, je veux dire, au match de boxe entre les deux ouvriers. Bon, maintenant, on peut avoir ça entre deux ouvriers, mais on peut avoir ça entre deux employés. Maintenant, on peut avoir aussi, bon, pourquoi? Parce qu'ils ils se côtoient tous les jours. Ils se côtoient tous les jours. Et le fait de se côtoyer tous les jours, ben, bon, il y a une certaine familiarité. La familiarité fait en sorte que, bon, on dépasse certaines limites. Parfois, ça va jusqu'au manque de respect, parce qu'on a comme une espèce de familiarité, certaines barrières sont brisées, et on entrevoit l'autre comme, je veux dire, un petit copain. Un copain, bon, voilà, un copain, on peut dire tout et n'importe quoi. Non, 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 on est dans le monde de l'entreprise, et ça, faut pas perdre de vue, parce que beaucoup de gens, à force de se retrouver au travail, à faire voilà, des choses qui sont ritueliques, eh bien, oublient certaines choses. Ils oublient certaines choses, ils oublient que c'est un patron qui les a embauchés, et que ce patron demande de travailler. Maintenant, le patron ne dira pas, n'interdira pas, je veux dire, la parole, c'est loin de là, mais la personne elle-même doit se mettre des règles mentalement et se dire, bon, je peux dire certaines choses, il y a des choses, bon, il faudrait que je me taise pour certaines choses, parce que ça peut envenimer des situations. Ou créer tout simplement, voilà, on n'est pas au boulot pour philosopher, on est au boulot pour travailler. Bon, je vous dis, le patron tolère que certaines philosophies, pour autant que ça concourt à une bonne ambiance. C'est-à-dire que, voilà, on est content, bon, si on est content, on peut travailler. Maintenant, si ça ramène voilà, une zone d'ombre, voilà, de la nervosité et de l'échange verbal qui peut aller jusqu'aux mains, là, à ce moment-là, bon, la personne
doit se cadrer elle-même, ne pas dépasser des limites, parce qu'elle doit se dire qu'elle est dans une entreprise, avec les règles de l'entreprise, et qu'elle peut être, du jour au lendemain, être rappelée à l'ordre, peut-être une fois, peut-être deux fois, peut-être la troisième fois, c'est d'or. Hein. Voilà. La troisième fois, la personne peut être mise, voilà, peut-être mis à la porte, pour une raison qui est valable, parce que bon, s'il y a une bagarre dans l'entreprise, c'est une raison valable pour mettre quelqu'un dehors. Hein. On ne peut pas discuter, aller au tribunal et se dire, oui, bon, l'autre a commencé, l'autre n'a pas commencé. Non, une fois qu'il y a une bagarre, c'est fini. Hein. Je veux dire, parce qu'on n'est pas au boulot pour faire des bagarres, on est au boulot pour travailler, on n'est pas au boulot pour faire aller sa bouche et dire n'importe quoi et vexer les autres. Voilà. On est au boulot pour travailler, point. Maintenant, je vous ai dit, les échanges, on peut avoir des échanges hein, de sportifs, etc. Mais il ne faut pas que ça soit, ça s'envenime. Ça s'envenime et que ça crée des tensions. Voilà, ça c'est les collègues du bureau. On peut avoir, les collègues du bureau peuvent être en voilà, en bonne condition amicale avec son entourage, mais peut-être en mauvaise condition avec son entourage. Et ça, c'est valable pour toutes les plateformes, que ce soit les plateformes ouvriers, plateformes employés, plateformes direction. On peut avoir même des disputes au niveau de la direction. Hein. On peut avoir des disputes, bon, voilà, ça existe. Hein. Il n'y a pas forcément dès le moment où il y a un être humain, il peut y avoir une dispute. Si on n'est pas voilà, s'il y a des idées qui sont conflictuelles, ben, les idées peuvent amener, je veux dire, à des disputes. Bon, des disputes parfois aux mains. Bon, c'est pas rare qu'un patron s'est déjà disputé au point avec un autre, avec un, voilà, ça existe. Hein, ça existe. Bon, c'est pas que les ouvriers qui se battent ou voilà bon, les ouvriers sont plus, je veux dire. On va dire, des personnes qui sont, je veux dire, impulsives, mais c'est pas parce qu'elles sont forcément impulsives qu'on ne retrouve pas chez les employés des personnes qui ne sont pas impulsives. De un, parce qu'il y a des personnes chez les employés qui sont aussi impulsives, mais qui sont aussi, qui seront au niveau psychologique, qui auront un comportement psychologique euh, qui relève voilà, qui relèvera du harcèlement. Deux personnes qui ne sont pas, je veux dire, au niveau chez les employés, qui ne sont pas, euh, d'accord sur un sujet, sur des idées, ou qui sont en dispute, on va dire plutôt en dispute, qui sont en contrariété. S'ils sont en contrariété, ben, peut-être qu'ils ne vont pas se frapper dessus au niveau des mains, ils vont pas se disputer au niveau, ils ne vont pas créer de bagarre, mais ils vont créer quand même une bagarre psychologique. Ils ne vont pas faire de bagarre manuelle, on va dire, ou au pied, ou enfin, ils ne vont pas se battre, voilà, ils vont pas se battre, on va dire, de manière, voilà, en se frappant, mais ils vont quand même réagir psychologiquement. C'est-à-dire qu'elle ne va plus parler à l'autre personne, ou elle va parler derrière le dos de cette personne-là, ce qui constitue quand même une forme d'agression. Parce que si maintenant les deux personnes travaillent en tant qu'employés qui doivent s'échanger des documents, ben, s'ils ne se parlent plus, ça fait bizarre. Hein. Donc là, ça vient casser une ambiance de travail. Si maintenant une personne parle derrière le dos de quelqu'un, ça vient aussi casser une ambiance. Parce que bon, ça vient mettre. Si l'autre personne apprend que la parlé sur le dos de la personne, bien ça peut rendre une situation qui est explosive au niveau psychologique. C'est pas forcément au niveau de se frapper au niveau des poings, mais c'est plutôt, ce sera psychologique, ce sera une bagarre psychologique. Et il n'y a pas que les poings qui font mal, il y a aussi le psychologique qui fait mal aussi. Hein. Donc là, à ce moment, c'est à la direction à remettre les choses en place. Entre deux personnes qui se disputent ou entre deux personnes qui se disputent verbalement
ou par les points. Donc les collègues du bureau, tant qu'ils sont amicaux, ça va, mais quand il y a un problème d'idées ou un problème personnel entre des personnes, ben, il faut régler ça tout de suite parce que sinon, ben, c'est les deux personnes qui doivent être mises à la porte auquel cas où il se passerait quelque chose de grave. Voilà. Alors ça, ce sont les collègues du bureau. Maintenant, il y a un autre chapitre qui est, donc je vous ai dit, le travail, notion du travail, 2, les normes au travail, 3, l'espace ouvert, 4, la surveillance au travail, 5, le patron, 6, les collègues du bureau, 7, le zèle. Alors, le zèle, qu'est-ce que c'est? Euh, le zèle, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, si on vous attribue un certain pouvoir, bon, on vous demande de faire une certaine fonction, qui est une forme de pouvoir, hein, on vous dit d'agir sur telle fonction, eh bien, si vous dépassez ce qui vous est demandé, vous en faites de trop. Et là, vous serez considéré comme zélé. Alors maintenant, le zélé, il y a deux types de zélé. Il y a celui qui le fait, bon, parce qu'il est inconscient, il le fait parce que c'est son éducation qui l'a porté à devenir zélé. On va dire, voilà, c'est un zélé inconscient. Par contre, il y a le zélé conscient qui, lui, le fait par intérêt. Donc c'est un zélé hypocrite. Alors pourquoi il est zélé? Voilà, il est zélé pour avoir certaines choses. En retour, il veut certaines choses. Donc il fait le zélé hypocrite est un zélé par calcul. Bon, voilà. Donc qu'est-ce que c'est que le zèle? C'est d'en faire trop. On vous demande certaines fonctions, mais la personne qui fait du zèle, elle abuse de sa fonction pour en faire plus que ce que demande sa fonction. Et alors là, c'est sujet à caution, c'est sujet à discussion. Parce que est-ce qu'elle peut intervenir comme ça ou pas? Bon, là, c'est discutable. Hein, c'est discutable. Voilà, le zèle n'est pas bien vu en entreprise, n'est pas bien vu au sein des collègues. Parce que, bon, en faire de trop, c'est un peu de se dire, bon, c'est un petit peu, si c'est le zèle inconscient, c'est un petit peu montrer du doigt les autres. Hein, si maintenant on vous demande de venir travailler le vendredi après-midi, alors que bon, beaucoup de gens ne veulent pas le faire, voilà, de rester après 4 heures pour voilà, les gens partent par exemple à 3 heures et on demande à une personne qui reste tous les vendredis après 4 heures pour voilà, établir certaines tâches. Voilà. Là, on va se dire que la personne là, bon, en faisant son zèle inconscient parce qu'elle veut vouloir voilà, faire plaisir, ça va, les autres auront un autre message qui ne sera pas celui du plaisir. Ils vont voir que la personne fait le frotte-manche et que en faisant le frotte-manche, elle veut se montrer et que en se montrant, elle écrase un petit peu les autres en disant bon, c'est pour montrer que les autres ne font pas le travail que lui fait. Voilà. Donc les autres se sentent un petit peu visés parce que bon, ils vont se dire ouais bon, c'est un petit peu voilà, par la conscience du gars, ils sont un petit peu dégradés au niveau voilà, voilà, ils sont un petit peu dégradés. Ils se sentent en tout cas un petit peu dégradés. Bon, maintenant, le zélé hypocrite, lui, il le fait, tout est calculé, hein, tout est calculé, il est zélé hypocrite, et il sait bien tout ce qui se passe, et il va agir d'une certaine façon, avoir des intérêts dans son zèle. Hein. Il ne le fait pas de manière inconsciente, mais il le fait plutôt de manière consciente, c'est-à-dire par calcul. Voilà. Et donc, il existe dans toutes les entreprises des zélés. Voilà. Alors, il parle aussi dans ce bouquin de Platon Lagaffe donc de l'urgence au boulot. Qu'est-ce qui est urgent? Si vous prenez n'importe quelle entreprise, on vous demande toujours une urgence. Si vous allez à l'hôpital, vous saurez ce que c'est qu'une urgence. Qu'est-ce que c'est qu'une urgence? D'ailleurs, dans les hôpitaux, ils doivent déjà clarifier ce que c'est qu'une urgence. Beaucoup de gens arrivent aux urgences, mais ok, le nom s'appelle urgence, mais il y a de véritables urgences. L'urgence, c'est quelqu'un qui va mourir.
quelqu'un qui va mourir, ben, c'est plutôt à lui qu'il faut tenter de le sauver. Bon, voilà, contrairement à quelqu'un qui vient aux urgences et qui, lui, bon, peut-être peut patienter 1 heure ou 2, voilà, et qui ne nécessite pas forcément, qui n'est pas une gravité comme pourrait l'être celui qui risque de mourir si on n'intervient pas en urgence. Donc, qu'est-ce que c'est que l'urgence? Ben, il faut définir ce que c'est que l'urgence. Si en entreprise tout est urgent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, euh, on ne sait plus distinguer qu'est-ce qui est important. Qu'est-ce qui est important réellement? L'urgence, on est d'accord. Et là, on est face, dans les entreprises, à une dictature de l'urgence. C'est comme quelqu'un qui commande par Internet. Elle commande, bon, je sais pas moi, elle va commander un instrument de musique par Internet, ou elle commande voilà, un iPhone par Internet, elle commande un portable par Internet. On est d'accord. La personne qui attend le portable, elle attend avec impatience son portable. Bon, elle veut l'avoir tout de suite. Bon, mais ça, il faut arrêter ça, parce que c'est pas une urgence. C'est pas une urgence. La personne ne va pas mourir parce que si elle reçoit le portable dans 2-3 jours. Voilà. À la place de recevoir demain, si elle reçoit dans 2-3 jours ou le lundi, elle ne va pas mourir. Si elle doit travailler sur un portable, elle peut demander en prêt un portable ou demander à quelqu'un de voilà, ce portable pour pouvoir travailler. Mais il est vrai que maintenant, les gens n'osent plus demander quoi que ce soit. Donc, elles veulent leur portable tout de suite. Mais les gens veulent tout de suite. C'est une maladie qui se présente du fait de l'urgence, que les gens ne savent plus gérer l'urgence. Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui est urgent? Les gens ont un petit bobo, ils courent aux urgences. C'est normal, pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne savent plus patienter. Ils veulent quelque chose, mais ils veulent l'avoir tout de suite. Là, de toute façon, euh, euh, quand il y a quelque chose de grave qui arrive, par exemple, je pense au volcan, un volcan qui s'est mis en activité, ben, les avions ne peuvent plus voler dans la zone. Voilà. Et si elles ne volent plus dans la zone, ben, elles voleront plus. Celui qui a raté son avion, il devra patienter. Donc il n'y a pas d'urgence là-dessus. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. On est, on est, voilà, on est fixé sur son sort. Il n'y a pas d'urgence. Vous devez patienter. Donc la patience, c'est aussi une vertu. La patience est une vertu. Parce que bon, ne plus savoir patienter, mettre tout sous l'urgence et ne plus pouvoir patienter, ben, on perd une certaine vertu, hein, qui est la patience. Voilà. Alors que la patience est une des plus grandes vertus que l'on doit avoir. Par exemple, quelqu'un qui a un cancer ben, doit pouvoir patienter durant son mal. Quelqu'un qui va mourir doit patienter avant de mourir, parce que la mort est aussi quelque chose qu'il faut pouvoir aborder et ne pas cracher à tout va. La mort, c'est quelque chose de naturel. À un moment donné, il faut bien passer le cap de la mort et donc se dire bon, que tout être est mortel, donc tout être est mortel. Donc tout être va passer par la mort, qui est aussi une vertu, tout comme la vie. La naissance est une vertu, la mort est une vertu, parce qu'en fait c'est une fin de vie. On achève sa vie est terminée. Et maintenant, pour les croyants, certains croyants, ben, on pourra peut-être, pourquoi pas, juger au-delà de la mort. Ça, c'est pour les croyants. Bon, il y a ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, mais chacun ses croyances. Voilà. Bon, donc, tout ça pour vous dire que la mort peut être considérée comme une vertu. Pourquoi? Parce que c'est une finalité. Tout comme on a un commencement qui est la naissance, il y a une finalité. La finalité de sa vie. Voilà. Donc, la patience est une vertu, savoir patienter, c'est une grande vertu, et euh, arriver au bout du chemin est aussi une vertu. Voilà, arriver au bout du chemin, qui est la mort, ben, c'est aussi une vertu. Et tout le monde va passer par ce cap. Personne n'y échappera. Donc, le fait de pouvoir euh, voilà, faire face à sa propre mort. Bien sûr, je ne parle pas de quelqu'un qui meurt, parce qu'il y a ceux qui meurent directement, hein. Il y a ceux qui meurent
avec une longue, enfin, ils ont une longue maladie avant de mourir. Et là, à ce moment-là, ces personnes-là font face à la mort et donc restent euh, sereins face à un événement qui est la fin de vie. Voilà. Voilà, ce qui est tout à fait naturel d'ailleurs. Voilà, et qu'il faut euh, prendre euh, prendre de façon sereine. Voilà. Donc je vous dis que l'urgence au boulot, bon, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui ne l'est pas, bon, il faut clarifier les choses. Il y a des choses réellement importantes, il y a des choses qui le sont moins, donc tout n'est pas urgent. Et bon, il ne faut pas rendre les personnes stressées en disant que tout est urgent. Il y a de l'urgence, mais il y a des choses qui sont moins urgentes. Bon, maintenant, il ne faut pas faire l'expérience inverse, dire que rien n'est urgent. Là, à ce moment-là, il y a aussi les clients qui vont attendre, il y a les dossiers qui vont s'accumuler, et tout le tralali, tralala. Donc, tout est une question de gestion. Bon, donc après l'urgence au boulot, il y a un autre thème qui va intervenir. Le premier, c'est le travail. Le deuxième, c'est la norme au travail. Troisième, c'est l'espace ouvert. Quatrième, c'est la surveillance. Cinquième, c'est le patron. Sixième, c'est les collègues au bureau. Septième, c'est le zèle. Huitième, c'est l'urgence au boulot. Et le neuvième, c'est le métier de commercial. Alors, Platon Lagaffe parle de ce métier de commercial, toujours au travers des philosophes. Moi, je ne parle pas des philosophes ici parce que je parle tout simplement d'un environnement. Un environnement, pour chaque titre, je vous présente un environnement. Mais bien sûr, dans Platon Lagaffe, il vous explique, au travers de la philosophie, les thèmes qui sont expliqués. Moi, je les explique ce qu'on vive réellement au sein de l'entreprise par rapport aux thèmes qui sont donnés dans le livre de Platon Lagaffe. Voilà. Alors, dans le thème, le métier de commercial, ben, qu'est-ce que c'est qu'un métier de commercial? Est-ce que c'est un métier qui est, on va dire, saisissant? Est-ce qu'il est saisissant? Eh bien, si vous prenez par exemple une œuvre d'art qui est faite par une société, enfin une œuvre qui est faite par une société, je peux même parler d'œuvre d'art, il n'y a pas de problème. Hein. Si je prends une œuvre d'une société, ben, quand on voit l'œuvre qui est terminée, bon, si elle est bien faite, peut-être bien faite, mal faite ou voilà, moyennement faite, peu importe, si elle est bien faite, on va se poser la question sur qui l'a fait. La question qui suit l'observation de l'œuvre, c'est qui a pu faire cette œuvre. Donc ce qui veut dire que dans une entreprise, ceux qui fabriquent sont les ouvriers. Et donc là, les ouvriers, ils savent ce qu'ils font. Parce que quand ils vont terminer, par exemple, leurs œuvres, par exemple, je fais en sorte, par exemple, que les ouvriers fabriquent un robot. Bien sûr, quand on fabrique un robot, il y a, comment est-ce qu'on appelle ça? Un bureau d'études. Hein. Il y a un bureau d'études voilà, qui étudie tout le projet de manière mécanique, électronique, etc. Et puis, bien sûr, il y a toute une panoplie de soudeurs, de mécaniciens, d'électromécaniciens qui vont entrer en jeu pour fabriquer le robot. Alors, le robot, bien, je prends l'exemple du robot, j'aurais pu prendre d'autres exemples. Hein. Il y a mille et un exemples de cas de figure de fabrication. Voilà, fabrication, il y a toutes sortes de fabrications, on peut fabriquer tout ce qu'on veut. Voilà. Donc, mais si je prends la fabrication d'un robot, celui qui va fabriquer le robot, ben, les ouvriers, les mécaniciens, les électriciens, les roboticiens, etc., etc., tout ce bon monde-là qui ont fabriqué le robot et ceux qui l'ont conçu, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire les ingénieurs et voilà, les scientifiques qui sont à la recherche voilà, du projet, tout ce bon monde-là, ben, c'est bien que quand on voit le robot qui est fait, on se dit qui a fait le robot-là, mais c'est tous ceux qui ont fait ce robot. Et tous ceux qui ont fait ce robot, c'est toutes les personnes, toutes les fonctions que je vous ai citées. Donc ces gens-là, ils savent bien pourquoi ils travaillent. Ils travaillent pour faire un robot. Donc on sait bien que le robot, il a été fait par des gens. Et ces gens-là sont les maîtres d'œuvre. Ils savent bien pourquoi ils vont travailler chaque matin. Bon. Mais il y a des fonctions, c'est pas comme ça. Il y a des fonctions qui sont dans l'entreprise. Bon, je pense par exemple à cadre. Le cadre, bon, lui, il n'intervient pas dans la fabrication du robot. Mais on sait bien que le cadre, lui, il est obligé d'intervenir
parce qu'il doit assurer une certaine fonction. Mais la fonction n'est pas, quand on voit l'œuvre, elle ne se retrouve pas dans l'œuvre. Bien qu'il en faut. Hein. Bon, voilà. C'est comme un petit peu les professeurs voilà, qu'on retrouve dans une école. Ils ne rapportent rien à l'État. Ils apportent un certain savoir aux élèves, on est d'accord, mais ils ne rapportent rien à l'État. Au contraire, l'État doit les payer. Comme l'État doit payer beaucoup de gens. Il doit payer, par exemple, voilà, les chauffeurs de bus. Quoique les chauffeurs de bus, ils sont quand même rémunérés par une personne qui rentre dans le bus. Voilà. Si je prends des autres cas de figure, des métiers, il y a des métiers, bon, je veux dire, ils ne rapportent rien à l'État, c'est l'État qui les paye. C'est l'État qui les paye. Mais ils offrent un service, on va dire. Donc, il y a certains services qui sont fournis par des employés de la société, mais dont leur action ne va pas intervenir dans l'œuvre. Mais c'est obligatoire d'être. Ces fonctions-là sont obligatoires dans la société parce que c'est pour la pleine marche, la bonne marche de l'entreprise. Voilà, c'est pour la bonne marche de l'entreprise. Mais elle n'interviendra pas dans l'œuvre. Donc il y a certaines personnes qui se demandent, qu'elles sont pas très bien valorisées du fait que l'œuvre est là, de l'entreprise même, qui ne sont pas intégrées dans l'œuvre. Ils sont intégrés à des fonctions un petit peu floues, mais qui doivent être floues, mais qui sont justifiées au sein de l'entreprise, parce que bon, si elles sont là, c'est qu'il y a une raison. Mais eux, ils n'ont pas de... Voilà. Et ça peut créer des problèmes psychologiques, ça. Parce qu'en fait, ils se demandent pourquoi ils sont là. Quelle est leur raison d'être dans l'entreprise. Quelle est... Voilà, il y a voilà. À un moment donné, ils peuvent être mélancoliques, etc., par rapport à ça. Voilà. Par contre, il y a un métier qui est le métier de commercial, qui lui, c'est pourquoi il est là. Le métier de commercial, bien qu'il n'intervient pas dans l'œuvre, bien qu'il n'intervient pas dans certains métiers qui sont hors œuvre, tels que les cadres, le vendeur est là pour faire justement tourner la boîte. Et c'est lui qui est un des principaux, on va dire, maîtres de fonctionnement de l'entreprise. Si je prends par exemple des programmeurs, les programmeurs, ils peuvent attendre de faire un projet, s'ils n'ont pas de clients, ils serviront à rien, les programmeurs. Hein. Vous prenez 100 programmeurs dans une entreprise, aussi intelligents soient-ils, aussi bons programmeurs soient-ils, aussi bons analystes et programmeurs soient-ils, ils ne valent rien du tout s'il n'y a pas un projet qui est mis en place avec une certaine vente. Voilà. Avec une certaine clientèle, c'est ça que je veux dire. S'il n'y a pas de la clientèle, il n'y a pas de projet. Et s'il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'employés. Il n'y aura pas de programmeurs, pas d'ouvriers, pas de roboticiens, pas de mécaniciens, il n'y aura rien. Donc l'entreprise fonctionne que s'il y a un client. S'il y a des clients. S'il y a des clients, si on va dire il y a un portefeuille client, à ce moment-là, ce portefeuille client n'est pas venu, je veux dire, ne pas tomber du ciel. Généralement, on a besoin de vendeurs pour justement vendre un projet pour faire tourner la société. Et tant que la société existe, il faudra des vendeurs pour justement aller chez le client pour faire tourner la société. Parce que qui est la raison d'être de la société? Mais ce sont les clients. Voilà. Et donc la société a besoin de vendeurs, d'office. Donc ces ouvriers ne vendront rien, ces ingénieurs ne vendront rien, ces employés, ces cadres, etc. ne vendront rien si les vendeurs ne sont pas là pour aller chercher des marchés. S'ils n'ont pas de marché, si les vendeurs n'ont... alors, maintenant, il y a le bon vendeur et le mauvais vendeur. Bon, là c'est un autre sujet. Mais en tout cas, on peut avoir des disputes de vendeurs. Mais le vendeur, il a une raison d'être. Parce que lui,
on sait bien que tout dépend de lui. Si dans une entreprise de programmeurs, c'est qui va gagner plus d'argent? Ben, fatalement, c'est celui qui va chercher voilà, les contrats. Les contrats, les vendeurs vont aller chercher les contrats. Voilà, c'est grâce à eux que l'entreprise vit. C'est grâce à eux que le projet va vivre. C'est grâce à eux que le projet va tourner. Non, maintenant, je ne veux pas dire que... Attention, faire très attention. Hein, les vendeurs vont vendre quelque chose. Donc, il va avoir un projet, mais c'est pas dit que le projet va aboutir. Hein. Parce qu'il y a des projets qui réussissent, il y a des projets qui tombent à l'eau. Voilà, parce que bon, tout le monde n'est pas capable de faire forcément un projet qui va satisfaire les besoins du client. Hein. Il y a des clients, bon, s'ils voient que le projet tourne court, parce que la société n'est pas capable de remplir la mission du projet qui lui incombe, à ce moment-là, l'entreprise ne fera pas long feu. Mais en tout cas, la raison d'être du vendeur, elle est connue. Il sait pourquoi il est là, le vendeur. On sait pourquoi les vendeurs sont là. Les vendeurs sont là, ils ont leur raison d'être à 100%. Et eux, la seule dispute qu'ils peuvent avoir, c'est pas une mélancolie parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont là. C'est pas d'être fiers de leur œuvre, loin de là, mais c'est le fait d'être la personne qui chapeaute je veux dire, la société et qui va faire en sorte que la société va être viable grâce à lui. Sans lui, le patron ne sert à rien. Sans les vendeurs, les patrons ne servent à rien. Sans les vendeurs, les employés peuvent retourner à la maison. Parce que je veux dire, il n'y a plus de boulot. Sans eux, il n'y a pas de projet. Donc les ingénieurs et les scientifiques qui vont faire de la recherche ou de l'étude ou peu importe, ça ne servira à rien parce qu'il n'y a pas de projet puisqu'il n'y a pas eu de vente. Et les ouvriers, n'en parlons pas. Les machines ne seront là pour rien du tout. Donc voilà, donc en fait, c'est d'abord et avant tout les vendeurs qui sont, eux, ils savent pourquoi ils sont là. Maintenant, on peut avoir de bons vendeurs, de mauvais vendeurs, on peut avoir de bonnes ventes et de mauvaises ventes. Maintenant, entre des vendeurs, ils peuvent se disputer. Mais maintenant, s'ils se disputent, c'est une bonne dispute. Parce qu'en fait, ils savent pourquoi ils vont se disputer. Ils vont se disputer parce que c'est pour les ventes. Donc au niveau philosophique, ils auront les raisons d'être au niveau de la dispute. Ils sauront pourquoi ils se disputent. Voilà. Donc ici, c'est pour le métier de commercial. Un autre point de vue, c'est PowerPoint. PowerPoint, qui est le 10e point. Le 10e point, c'est PowerPoint. Alors, PowerPoint, c'est un logiciel de présentation. Voilà. Qui met en relief des situations, des focalisations, on se focalise sur certaines choses. Et on se centre sur quelque chose, sur un sujet, on se focalise sur un sujet, sur un débat, peu importe, et on fait une présentation. Et la présentation, bon, généralement elle est bienvenue, on a du personnel salarié ou des employés ou du patronat qui viennent, qui s'assoient et qui voient à l'écran la projection de la présentation qui a été établie. La présentation est établie de telle manière à être le plus concis possible, le plus facilement compris par n'importe quel kidam. Donc il ne faut pas venir là avec voilà, une présentation qui est pompeuse, qui va ennuyer son monde, qui va faire endormir les gens. Voilà. Généralement, ceux qui font des présentations comme ça, ils font des bonnes présentations, ils sont bien présentables et ils présentent bien leur présentation. Leur présentation est bien faite. Généralement, c'est communicatif. Voilà, mais le problème, c'est que la plupart des personnes qui font ça, on voit bien que ils ressortent des choses qui proviennent tout droit d'un copier-coller qui est l'école. À l'école, c'est ce qui se passe. Ce sont des dissertations qui sont bourgeoises, des dissertations bourgeoises, où quand on a bien ressorti tout ce qu'il fallait dire, on a bien étudié sa leçon, ben voilà, on se dit que la personne, elle a fait ce qu'il fallait. Donc on rentre dans un certain canevas qui est, on va dire, la dissertation bourgeoise. Et si vous faites des bonnes dissertations bourgeoises comme ceci, vous savez calquer vous savez reproduire ce qui a été vu
à la maison ou dans les livres, dans les bouquins, ou peu importe, ce que le professeur vous a montré, quand vous avez bien calqué ceci, et que vous avez montré au professeur que ce qu'il vous a montré, vous le recalquez, vous avez bien disserté ce qu'il a montré, eh bien, vous aurez une bonne note, ou une moyenne note, et vous passerez d'année en année, euh, vous arriverez à un stade qui est l'université. Et l'université va faire une pâle copie de ce que le professeur en secondaire a fait. C'est-à-dire de la dissertation, on sera content de la dissertation que l'élève aura fait par rapport à ce qui lui a été montré, donné, ou voilà, inculqué. Donc ce qui veut dire que le monde de l'entreprise est complètement différent de ça. Complètement. Voilà. Faire des présentations, qu'on est content de la présentation et que tout le monde claque des mains, bien que parfois le présentateur n'ose même pas regarder son assistance et qui peut mettre à mal l'assistance parce qu'il ne regarde pas son assistance. Voilà, donc il aura déjà un inconvénient, c'est celui voilà, de l'échange non verbal. Donc ici, il va se passer que, de ce fait, certains ne seront pas d'accord avec ce système-là. L'école apporte une certaine base, une certaine assise, mais l'entreprise est tout autre. L'entreprise qu'elle nous demande, c'est bien sûr, quand elle a des contrats, bien sûr, parce qu'on ne parle pas de rentabilité s'il n'y a pas de contrat. Je vous ai dit qu'il fallait des vendeurs et de la vente. Et s'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de projet qui marche, il n'y a rien qui marche. La société ne marche pas, ils peuvent mettre leur clé sous le paillasson. Bon, voilà. Donc il faut bien sûr des clients qui soient satisfaits, bien sûr, quand le projet est rendu. Il faut rendre la satisfaction du client. Satisfaire le client pour qu'il puisse vous payer l'entreprise. Et voilà. Maintenant, ce que demande au sein de l'entreprise, ce qu'on demande, c'est la rentabilité. Voilà, le maître mot, c'est la rentabilité, la productivité, la rentabilité. Voilà. Faire tout en urgence, faire tout vite, très vite, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais bien, vite et bien. Tout ce qui est fait vite et bien, rend dans le canevas de l'entreprise. Alors, le problème, c'est que l'école apprend à faire des présentations bien faites en bourgeoisie, mais l'entreprise demande non pas de faire des présentations telles que l'école le demande, mais demande une certaine rentabilité. Donc ce qui veut dire que ce qui va primer pour l'embauche des personnes, c'est pas forcément les universitaires qui vont être pris. Bon, il y a eu un philosophe qui a changé le cours des choses, qui a dit que bon, la vision n'était pas bonne. Donc il fallait prendre ceux qui étaient les plus rentables, bien que ceux qui ont fait l'apprentissage de dissertation en bourgeoisie, ça ne suffit pas, puisqu'en fait on demande de la rentabilité en entreprise. Donc ce qui veut dire qu'en entreprise on va demander des gens rentables, c'est-à-dire des gens de tout niveau mais rentables. C'est-à-dire que là on va casser un mythe entre des gens qui ont fait des études et des gens qui n'ont pas fait d'études. Donc on va remettre tout le monde au même niveau. Le seul niveau que requiert l'entreprise, c'est celui-là que l'entreprise demande, c'est-à-dire que c'est la rentabilité, la productivité et la rentabilité. Le restant, elle s'en fout. Que vous avez fait des études ou pas des études, elle s'en fout de tout ça. Voilà. Maintenant, il est vrai que l'école apporte des acquis. Hein. D'office, l'école apporte des acquis. Et c'est ces acquis-là qu'il faut aussi voir. Bon, il y a différentes écoles, mais il y a des sociétés qui ne montrent que des universitaires. Hein. Bon, il y a des écoles d'entreprise qui appellent à une certaine forme de productivité, de rentabilité, peu importe la personne qui est embauchée, mais il y a des entreprises qui sont d'une autre école et qui posent les jalons que pour être pris dans l'entreprise, il faut être universitaire. Parce que à partir de eux, peut se construire quelque chose, je veux dire, un projet. Un projet peut se construire par rapport à des universitaires. Peut-être qu'au départ, on les prend, je veux dire, au bas de gamme pour les rendre haut de gamme. Comment? Par la formation, bien sûr, et la connaissance du monde de l'entreprise, et l'expérience et l'expérience et
Voilà, l'expérience, par l'expérience. Voilà, donc c'est ça, c'est ça. Donc en fait, on demande dans l'entreprise une certaine rentabilité, mais il faut faire attention aux différents modes d'entreprise qui existent. Là, il y a des entreprises qui demandent des personnes qui ont fait des études, d'autres pas forcément, parce que, je veux dire, elles demandent quelqu'un qui a de l'expérience et point à la ligne. Elles ne demandent pas plus. Et c'est pour ça que ce genre d'entreprise-là va ramener des universitaires qui ne seront pas, qui ne pourront pas rentrer dans l'entreprise, même avec un diplôme d'universitaire. Pourquoi? Parce que, je veux dire, elles sont considérées comme... attention qu'il y a aussi un autre problème. Hein. Un autre problème, c'est qu'un universitaire, il faut aussi le payer. Hein. Il y a aussi ça aussi. Il faut dire toutes les vérités aussi. Et les universitaires, il faut les payer. Donc, bon, on va aller rechercher quelqu'un qui va faire peut-être un boulot. Si la personne doit pouvoir dessiner sur AutoCAD, on ne va pas le chercher à un universitaire. Ça coûterait trop cher. On va chercher une personne qui manipule bien AutoCAD, bon, comme beaucoup de gens peuvent le faire. Là, on le forme, et voilà. On ne va pas aller chercher quelqu'un qui a fait 5 ans d'études pour dessiner sur AutoCAD. Voilà. Donc, beaucoup de choses sont vraies là-dessus. Il suffit de se spécialiser sur quelque chose. Et, se spécialiser sur quelque chose, on forme quelqu'un, on le spécialise sur quelque chose. Et voilà, il n'y a pas besoin de faire 5 ans d'études. Bien que celui qui a fait 5 ans d'études a peut-être étudié AutoCAD, mais il n'a pas qu'étudié AutoCAD. Hein. Il a beaucoup d'arcs à ses cordes. Non, il a beaucoup de cordes à ses arcs. Beaucoup de cordes à ses arcs. Bon AutoCAD, mais on ne va pas le prendre spécifiquement pour AutoCAD pour payer un universitaire. Hein. Alors qu'on peut prendre n'importe qui, on forme spécifiquement sur AutoCAD. Et ça, c'est valable pour tout et n'importe quoi. Hein. Programmation, c'est le même. Hein. Il ne faut pas faire 50 ans d'études. Prendre une personne qui a des connaissances en algorithmique, en mathématiques et tralali, tralala, alors qu'on peut le former uniquement sur un langage de programmation bien défini. Voilà. D'autant plus que si dans la boîte il y a des analystes, des programmeurs, des analystes, et voilà, qu'on lui demande juste de programmer, voilà, si le logigramme est fait en logigramme, lui il n'a plus qu'à programmer le logigramme, c'est tout. Et s'il y a un problème, bon, les analystes peuvent intervenir aussi. Tout ne sera pas du ressort du programmeur. Donc on va demander des programmeurs spécifiques. Voilà. Donc on ne va pas aller chercher forcément quelqu'un qui a fait 5 ans d'études, on va prendre quelqu'un qui sort de 6e, on le forme, et voilà, qui va devenir programmeur toute sa vie, qui pourra évoluer, monter très 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 haut, pour autant que le langage de programmation ne change pas, parce que c'est vrai que les langages de programmation, généralement, ils changent beaucoup, hein. Les langages de programmation changent beaucoup, hein. Faut être toujours à niveau par rapport au langage de programmation. Voilà, alors le 11e point, c'est le harcèlement. Bon, le harcèlement, pourquoi toujours la même personne qui est visée? Pourquoi la même personne doit faire des tâches ingrates? Pourquoi telle personne, voilà, bon, on se pose des questions. Pourquoi une personne a un salaire plus élevé, a le droit à un salaire plus élevé, pas d'autres, etc. Bon, tout ça c'est discutable. Le harcèlement en entreprise, bon, c'est force archi connu. Bon, quelles sont les raisons qui interviennent pour le harcèlement? Il y a diverses raisons. Si on a envie de mettre quelqu'un d'autre, on va le harceler un petit peu pour l'énerver, pour que elle parte de son plein gré. On peut l'harceler pour différentes raisons. Hein. Voilà, l'harceler pour qu'elle travaille peut-être plus, la pousser au travail un peu plus, l'harceler pour accepter un certain job qu'elle ne veut pas, harceler pour la mettre dehors, harceler pour beaucoup de choses. Alors bon, il y a un point qui est la révolution. La révolution, c'est de pouvoir changer les choses. Les choses étant répétitives en entreprise, bien parfois une petite fête ne fait pas de tort, parfois un petit changement ne fait pas de tort. Si on dit que le vendredi tout le monde va venir habillé d'une certaine façon, ça change les choses, ça ouvre le week-end. Le week-end, ça met un peu plus d'ambiance, quoique, faut-il accepter une petite liberté, alors que normalement,
au compte-gouttes, alors que normalement, les libertés, on devrait en avoir plus que ça. C'est pas accepter une petite liberté, c'est s'en satisfaire. Hein. Dans l'entreprise, il ne faut pas prendre la liberté au compte-gouttes et de se dire, bon, ça suffit, on a gagné, voilà, on a gagné notre révolution. La révolution, elle se fait bien sûr sur base de brainstorming. Hein. On demande qu'est-ce qu'on peut changer dans l'entreprise par des réunions. Voilà, des réunions, on demande qu'est-ce qu'on peut changer. Des moments où on sait ce qu'il faut changer. Ben, on peut changer un petit détail. Le petit détail pour rendre content. On peut reprendre de nouveau. Voilà, l'ambiance peut reprendre de nouveau de plus belle par rapport à juste un petit changement qui peut apparaître. Par exemple, ne fût-ce que un jour de semaine, le vendredi, vous faites un petit changement le vendredi, les gens seront contents. Alors, il y a un autre point qui est le mélange. Ben, rentrer en entreprise, vous allez voir que tout ce qui incombe dans la vie courante et dans l'entreprise en particulier, c'est les mélanges. Mélange de quoi? Ben, c'est les mélanges déjà des personnes, le mélange des niveaux, les mélanges des expériences, le mélange... vous avez toutes sortes de mélanges. Voilà. Il y a différents lieux, déjà, les lieux sont déjà ne sont pas les mêmes les uns que les autres. L'atelier n'est pas le même que les bureaux. La direction n'a pas les mêmes bureaux que ceux des employés, etc. etc. Voilà, donc en fait, vous voyez que pour faire en sorte de s'intégrer dans une société, c'est d'abord de s'adapter aux différents mélanges que peut apercevoir la personne qui va travailler en société. Parce qu'il n'y a que des mélanges. Il n'y a que des mélanges. Bon, et alors je finirai, parce qu'il reste encore quelques, je veux dire, quelques, on va dire, quelques thèmes que je n'aborderai pas. Je vais terminer par la répétition. La répétition, ben, c'est ce qu'on retrouve au quotidien dans l'entreprise et qu'il faut pouvoir s'adapter à la répétition. Tous les jours, tous les jours sont basés sur des actes ritueliques, c'est-à-dire des actes qu'on mène au quotidien. On a, voilà, ouvrir la barrière, badger, mettre son badge, aller s'asseoir, prendre un dossier, regarder sa boîte mail, etc. etc. C'est du répétitif. Et là, il faut accepter le répétitif parce que je veux dire, c'est comme ça. Répétitif, vous ne savez pas y échapper. Donc la seule chose, c'est de le prendre. De le prendre et de l'oublier. D'oublier qu'il y a le répétitif. Et de temps en temps, rien de tel que de faire une petite révolution qui va changer le cours des choses et de faire en sorte de casser le répétitif. Le répétitif peut se casser. Il se casse facilement. Et donc à ce moment, dès le moment où vous pouvez le casser, à ce moment, vous ressortez de ces tâches quotidiennes qui sont quasiment ritueliques. Et donc ça, on peut casser ça. Et on retrouve ça, les rituels, on les retrouve partout dans toute entreprise. Quand on vous demande de faire quelque chose, ben, voilà, l'ouvrier va venir, va régler sa machine, va ouvrir sa machine, voilà, il va faire un pré-réglage, un réglage, et puis il va faire fonctionner sa machine. Et il va faire ça tout le temps. Voilà, c'est ce qu'on lui demande de faire. Bon, maintenant, c'est vrai que bon, à un moment donné, il peut justement, le but du jeu, c'est de ne pas en avoir marre. Le but du jeu, c'est d'être associé, c'est accepter cette répétition, c'est l'accepter. Parce que celui qui n'accepte pas cette répétition euh, on va dire, mourir. Mourir dans le sens philosophique. Hein. Au niveau de la pensée, au niveau de la raison, il se verra perdre au niveau de la pensée. Donc il faut accepter ça. Et s'il accepte ça, il n'y a aucun souci. Il pourra faire autant de répétitions qu'il voudra. Ça ne changera pas le cours des choses, puisqu'en fait, il a accepté comment on appelle ça, ces rituels, il les accepte. Et ce qu'il y a, c'est que de temps en temps, il peut faire l'une ou l'autre chose
Voilà. Il y a aussi il y a un thème qui est le WC. WC. Bon, beaucoup de gens courent au WC. Pourquoi? Bon, pour aller un petit peu faire. C'est une démarche qui est un petit peu, je veux dire, d'échappatoire. Le WC est un échappatoire. Il permet de s'isoler du monde et voilà, de laisser loin de soi l'entreprise pour prendre, je veux dire, quelques minutes voilà, de- voilà, d'exutoire, quelques minutes d'exutoire pour échapper à ce monde de l'entreprise euh, qui lui colle au dos. Donc à ce moment-là, il ira au WC et il prendra, voilà, quoi qu'il existe des siestes, hein, il existe des siestes, et les siestes sont de plus en plus nécessaires, plus on descend au niveau des échelons. Plus on descend au niveau des échelons, plus on a besoin de siestes. Bon, mais maintenant, la sieste n'est pas interdite. Hein. Ce qu'il y a, faut faire très attention aux siestes. Non, les cadres, bon, on leur présente des objets novateurs justement pour la sieste. On ne demande pas de faire de la sieste toute la journée, mais euh, quand on a besoin d'une sieste, comme à l'école, bon, on n'écoute pas toutes les 24 heures sur 24 ce que raconte le professeur. À un moment donné, si le gars il a envie de faire une petite sieste, il fait une petite sieste. Une petite sieste. Maintenant, s'il dort tout le temps, c'est autre chose. Hein. Entre dormir tout le temps et faire une petite sieste, ça n'a rien à voir. La sieste est réparateur maintenant. Enfin, encore faut-il trouver le moment de faire sa sieste. Euh, Rien ne vous empêche de vous placer dans un lit et de faire une petite sieste de 10-15 minutes. Maintenant, si vous êtes parti sur 2 heures voilà, de sommeil, là c'est autre chose. Bon, ça peut arriver, mais bon, voilà, on vous demande aussi de travailler. Mais maintenant, une petite sieste n'est pas. Voilà, vous faites votre travail, vous faites après, si vous faites une petite sieste, parce que vous êtes. Ça, je parle de ceux qui occupent l'entreprise euh, tous les jours. Hein, tous les jours, bon, il peut arriver qu'un jour, bon, il est défaillant, oui, et qu'une petite sieste lui fera du bien pour justement revenir vers ses tâches. Plutôt que de forcer, parce que s'il viendra se forcer, là, il perdrait, voilà, il aurait un rendement très, très, très bas. Parce il serait un petit peu fatigué, un petit peu, il serait somnolent. Alors, certaines personnes se réveillent au matin, ils sont directement somnolents au matin parce qu'ils se sont mal réveillés. Ils sont ce qu'on appelle groggy. Groggy. G-R-O-G-Y, je crois. Voilà, ils sont groggy parce qu'en fait, ils ont un mauvais sommeil. La nuit, ils n'ont pas eu un sommeil réparateur. Ils se réveillent au matin avec, en cassant voilà, un sommeil et le cerveau est-ce qu'il est. Il aurait eu besoin peut-être plus d'une heure ou deux en plus pour dormir. Voilà, et vous venez casser parce que vous devez vous réveiller pour aller au travail ou voilà, pour aller quelque part. Et vous venez casser, je veux dire, ce que un sommeil réparateur. Vous venez casser un sommeil réparateur. Et de là, toute la journée, vous allez avoir une tête, on va dire ce qu'on appelle la tête au carré. Une espèce de tête au carré, mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire mi-réveillé, mi-endormi, euh, avec un léger, peut-être un léger mal de crâne, peut-être un léger, et vous le sentirez, là, on ressent que ben, c'est le sommeil réparateur qui n'a pas été bien, qui n'a pas été bien, qui n'a pas été à son terme. Donc à ce moment-là, la seule chose à faire, c'est d'aller redormir. Mais maintenant, là, c'est vraiment peut-être aller redormir peut-être une heure ou deux. Une sieste de 10-15 minutes ne suffit pas. Parce que dès le moment où vous allez faire votre sieste, là, la récupération, euh, vous pensez prendre une récupération de 10 minutes, une récupération de 10 minutes, mais en fait, c'était peut-être une heure qu'il fallait vous récupérer, ben, le cerveau il va prendre une heure. Donc vous ne ferez pas une sieste, vous allez vous endormir réellement une heure, voire deux. Pour vous rendre compte que la journée a passé, là, ça à ce moment-là, c'est pas bien vu par l'entreprise, mais ça, bon, on n'est pas des machines non plus, on est des êtres humains, on sait travailler jusqu'à... on sait faire des choses, mais on n'est pas des robots non plus. Voilà, donc je vous conseille de lire le livre, la BD Platon Lagaffe.
Voilà, et que, je veux dire, c'est plutôt, bien sûr, c'est expliqué, tout ça est expliqué. Il y a d'autres thèmes, hein, bon, je n'ai pas expliqué, voilà, il y a d'autres thèmes, mais tous ces thèmes-là, bien sûr, sont rendus au travers de philosophes. Et donc, il y a des phrases toutes philosophiques, toutes faites. Tous les philosophes, bon, vous allez retrouver Nietzsche, vous allez retrouver Platon, vous allez retrouver euh, Machiavel, voilà, vous allez retrouver euh, Hegel. Bon, il y a de grands philosophes allemands là-dedans, bien sûr. Vous allez retrouver. euh, D'ailleurs, la première page que vous allez tourner, vous allez voir que tous les philosophes sont là. Vous allez retourner vous allez retrouver la première page et vous allez voir tous les. Il y a Platon, bien sûr. Platon, la gaffe. Platon est un. Il y a Platon. Il y en a pas mal. Je peux vous dire qu'il y a pas mal de philosophes. Il y a Marx, Karl Marx. Il y a, je ne m'en souviens plus, mais il y en a toute une panoplie. Voilà, j'ai pas les noms comme ça ici. Je peux m'en souvenir de certains, mais voilà. Euh, En tout cas, Nietzsche, celui-là, la personne en noir que vous voyez avec une moustache là, c'est Nietzsche. Bien sûr, il y a Parménide, Aristote, il y a. Voilà, au niveau des Grecs, il y en a beaucoup, et au niveau des Allemands, il y en a beaucoup. Au niveau des Français aussi, la Boétie, on retrouve la Boétie, on retrouve. Euh, enfin, il y en a quand même pas mal au niveau des Français aussi. Euh, il y a Foucault, etc., etc. Voilà. Et vous les retrouverez dedans, et bien sûr, avec leurs phrases philosophiques, ils ont, pour chaque thème qui est énoncé, on retrouve bien sûr un débat philosophique sur tous les thèmes que je vous ai énoncés, mais il y a d'autres thèmes, bien sûr, et je vous prie de me croire que c'est un très beau, une très belle BD pour comprendre le monde de l'entreprise, comment on peut le percevoir, notamment l'histoire du pouvoir, là. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir? Ils vont vous expliquer qu'est-ce que c'est que le pouvoir, comment interpréter le pouvoir. Voilà, sur ce, je vous remercie.